Почитувани денеска со нас е амбасадорот на Република Франција во земјата, господинот Кристоф Лериголер. Со него ќе се обидеме да одговориме на некои прашања што се актуелни и во нашата земја, и во Франција, и во Европа. Амбасадоре, ви благодарам што ја прифативте поканата да бидете гостин на Слободен печат. Јас би почнала, овој разговор би го почнала со она што е најактуелно во вашата земја. И иако не сте политичар, туку амбасадор, би ве замолила за коментар околу последните случувања во Франција со пресудата за господја Марин Ле Пен. Дали на тоа гледате како на борба против корупцијата или можеби е некаква политичка пресметка? Која е вашата оценка? И исто така, што мислите вие, како ова ќе се одрази на политичката ситуација во Франција, но и во Европската Унија? Alors, je pourrais vous répondre simplement que, en tant que diplomate, je commenterai pas ce qui se passe en France, mais je pense que vous avez raison. C'est un sujet qu'il faut évoquer. Je rappellerai d'abord que la France, c'est un État de droit, que la justice est indépendante. La justice s'est prononcée sur la base d'une enquête qui a duré longtemps. Et que cette enquête et cette décision, elle doit être interprétée, comprise dans sa globalité. Depuis l'annonce du verdict, de la décision de la justice, qui, je le rappelle, n'est pas définitive puisqu'il y a une possibilité d'appel, j'ai lu beaucoup de commentaires, beaucoup de critiques à l'égard de la France, à l'égard de la justice en France, vis-à-vis d'une décision que certains aiment à présenter comme étant motivée politiquement. J'ai aussi entendu et lu des commentaires de cette nature ici en Macédoine du Nord. Et moi, je voudrais quand même rappeler, au-delà des aspects politiques, partisans qui ici m'intéressent pas, on parle de quoi? Finalement, on parle de la lutte contre la corruption. On parle de la manière dont on doit ou pas sanctionner un parti politique qui, et c'est ce que l'enquête judiciaire a démontré, a détourné pendant des années plusieurs millions d'euros de l'argent venant du contribuable européen pour financer, en contradiction avec la loi française, des activités de ce parti politique. Et moi, je m'exprime aussi à ce sujet en tant que citoyen. Et vous-même, et tous les citoyens de ce pays, de Macédoine du Nord, moi j'ai envie de leur poser la même question. Imaginez que dans votre pays, il y ait un cas similaire d'un dirigeant d'un parti politique important qui, pendant des années, a enfreint la loi pour détourner de l'argent du contribuable au bénéfice d'activités de son parti. Est-ce que ça devrait être sanctionné ou pas? Et je pense que l'enjeu, au-delà simplement de la question de l'inéligibilité d'un candidat en France, au-delà des théories complotistes sur on essaye de faire obstacle à telle ou telle personnalité, se poser la question de la manière avec laquelle on veut lutter contre la corruption et on veut assurer la probité et l'honnêteté de la vie politique dans nos démocraties. Et je terminerai en rappelant, là encore en réponse à ceux qui y voient un procès politique contre Madame Le Pen et contre son parti, qu'au cours des 15 dernières années en France, il y a beaucoup de dirigeants politiques qui ont été condamnés pour des faits similaires et qui appartiennent à tous les partis politiques du spectre politique en France, de gauche, de droite, du centre. Il n'y a aucun parti politique important en France qui a été épargné par des condamnations de ce type au cours des 15 dernières années dans notre pays. На второто прашање што ви го поставив, како ова ќе се одрази на политичката ситуација во земјата, со оглед дека десницата е прилично силна. И тоа не само во Франција, туку во цела Европска Унија. Какви последици може да има? Je crois que c'est un peu tôt pour le savoir. Là, il m'appartient pas vraiment de commenter ce qui va se passer. Comme je l'ai dit, la décision de justice n'est pas définitive. Il y a un appel qui sera probablement jugé dans le courant de l'année prochaine. Et puis, les partis politiques ont cette capacité, on le sait, à se régénérer au-delà des personnalités qui les dirigent. Et je ne doute pas que si en France, un parti politique voyait son dirigeant empêché, quelqu'un d'autre pourrait prendre sa place. Може ли ова да го гледаме како
сигнал за други земји, вклучувајќи и нашата, вклучувајќи ги и земјите во регионот? Што значи борба против корупцијата? La lutte contre la corruption, c'est quelque chose qui est très compliqué. C'est très compliqué parce que d'abord, il faut des outils juridiques pour le faire. Donc il faut des lois, il faut tout un cadre juridique qui se construit avec le temps, qui nécessite du courage politique. C'est compliqué parce que pour obtenir le respect de ces lois, il faut une justice indépendante. Il faut des juges professionnels, des juges formés qui soient capables de résister aux pressions politiques. Et puis, in fine, il faut aussi la volonté des dirigeants politiques eux-mêmes de lutter contre la corruption. Et je crois que c'est effectivement quelque chose qui est douloureux. Dans un pays comme la France, on a pu aussi pendant longtemps penser que c'était une espèce de fatalité. Mais on a mis en place un cadre législatif, on a durci les lois, et puis il y a une première condamnation qui est tombée, et puis d'autres, et petit à petit, on voit quand même que le niveau de la corruption dans la vie politique française s'est très substantiellement réduit. Mais je crois que c'est un combat qui s'arrête jamais. La nature humaine est malheureusement ce qu'elle est, et je crois qu'il faut que tout le monde, et quand je dis tout le monde, j'ai parlé de la justice, j'ai parlé des dirigeants politiques, mais c'est aussi les citoyens. Les citoyens doivent aussi, nous-mêmes en tant que citoyens, on doit montrer qu'on n'accepte pas la corruption et qu'on n'accepte pas que de l'argent public, de l'argent qui vient de la poche des citoyens, soit utilisé à des fins frauduleuses et ne soit pas utilisé pour le bien de l'ensemble et pour le développement du pays. Го гледате ли тоа во Македонија, подготвеноста за борба против корупцијата, дали од судската власт, дали од политичарите или од граѓаните, да речеме? Écoutez, c'est vraiment à vous de répondre à cette question. Moi, j'écoute ce qu'on me dit. J'en parle avec les dirigeants politiques quand je les rencontre. J'en parle avec des juges, des magistrats quand je les rencontre. Moi, j'entends beaucoup de bonne volonté. Après, comme je le disais à l'instant, la bonne volonté est importante, mais après, il faut que l'ensemble des planètes s'alignent et que tout le monde se mette à travailler dans le même sens. Mais je pense que c'est un combat qui est inévitable, il est indispensable parce qu'en fait, c'est la clé de la confiance des citoyens dans les institutions et finalement dans la démocratie. Би се вратила сега на регионот на Западен Балкан. Геополитичката ситуација во нашиот регион драматично се менува со се ова што се случува во соседството кај нас. Како Франција гледа на Западен Балкан во вакви услови? Како го гледа регионот? La position de la France dans les circonstances que vous décrivez, elle est pas fondamentalement modifiée. Nous, on a une vision claire de la région qui repose sur une stratégie globale de notre politique étrangère pour les Balkans. Et notre priorité, c'est la sécurité, la stabilité, la prospérité des Balkans. Et nous considérons que ces objectifs, ils sont atteignables via un processus d'intégration européenne. Et parallèlement à ça, la France, mais pas uniquement la France, beaucoup d'autres partenaires européens, travaillons aussi au renforcement de l'Union européenne, dans laquelle, évidemment, cette région a entièrement sa place. Очекувате ли, можеби, влошување на ситуацијата, повторно зборувам за регионот, со оглед на она што се случува во Србија, во Босна и Херцеговина, Турција, а сега и во Македонија по трагедијата во Кочани, бидејќи сите овие настани во сите овие земји што ги споменав, покажуваат колку е кревка стабилноста на Балканот. Го имаме тука и нерешеното прашање меѓу Белград и Приштина. Ça confirme un peu ce que je disais à l'instant. Pour nous, le processus d'intégration européenne est aussi un levier pour la stabilité de la région. Vous avez raison de le souligner. Il y a des évolutions qui sont inquiétantes, ou en tout cas qui méritent attention. Je crois que d'une manière générale, il faut regarder le monde tel qu'il est aujourd'hui. On vit dans un monde qui est de plus en plus instable, de plus en plus imprévisible. Nous faisons tous face à beaucoup d'éléments de fragilité. Il y en a dans la région, il y en a ailleurs en Europe, on en a en France aussi, c'est évident. Et je crois que dans la région, ça confirme aussi une chose qui est importante, c'est le besoin de réforme. Il faut aussi que chacun des pays de la région, et notamment
celui dans lequel j'ai la chance de travailler, la Macédoine du Nord, prenne tout son rôle et mette toute son énergie à effectuer les réformes qui vont dans le bon sens. Et ce que j'appelle aller dans le bon sens, c'est celles qui sont bénéfiques pour l'ensemble des citoyens. Ces réformes, elles ont un but ultime, qui est celui que j'évoquais tout à l'heure, qui est celui de préserver et de maintenir la confiance dans les institutions, et au final de maintenir la confiance de la population dans la vie démocratique. Vous évoquiez à l'instant le drame de Kočani, qui est évidemment une tragédie immense pour ce pays, pour tous les gens qui y vivent. Cette tragédie, elle montre aussi à quel point il est important de réformer un certain nombre de choses, qui là aussi sont des choses extrêmement concrètes pour la population. Je pense que c'est évidemment pas à moi en tant que diplomate étranger de le faire, mais cette tragédie, elle imposera sans doute aussi le moment venu peut-être de se poser des questions sur, comme ça a déjà été annoncé par le gouvernement, sur les organismes chargés de contrôler les lieux recevant du public, sur l'organisation des secours, sur l'organisation et le fonctionnement des soins hospitaliers. C'est aussi, et c'est triste de le dire, mais c'est la réalité, c'est aussi une occasion de se reposer des questions et de faire en sorte d'améliorer les choses pour que demain, ce genre de tragédie ne se reproduise plus et ne vienne plus endeuiller le pays. Точно е тоа што велите за трагедијата во Кочани. Меѓутоа, тоа што се случи во Кочани покажува колку не се спроведуваат реформите кај нас. Слушаме постојано закони, стратегии, резултатот е ова што се случи во Кочани. Како да се тргне напред со реформите? C'est toujours le grand sujet des réformes. Vous savez, il faut pas considérer que la Macédoine du Nord est fondamentalement très différente d'autres pays dans le monde. Nous-mêmes aussi, nous avons en France nos réformes à mener dans un certain nombre de secteurs. C'est parfois difficile, ça se heurte parfois à beaucoup de résistance. Et on a aussi ce sujet de la mise en œuvre. C'est très bien d'adopter des lois, c'est très bien d'avoir des beaux règlements sur le papier, mais il faut que derrière tout ça soit mis en œuvre. Et pour la mise en œuvre, ça implique de la volonté politique, ça implique des moyens humains, des moyens financiers aussi. Et c'est tout ça qu'il faut essayer de réunir. C'est pas simple, ça nécessite du temps et de l'énergie. Mais vraiment, je crois que une fois de plus, avec toute la tristesse que ça impose, mais je crois que le devoir de mémoire que collectivement nous devons rendre aux victimes de Kočani, c'est de faire en sorte de créer les conditions pour que cela ne se reproduise plus. Кога зборуваме за реформите, што може да направи Франција како помош за спроведување на тие реформи и да ја зголеми својата видливост во регионот, како може, би рекла Еве, да го сврти листот во политиката кон Западен Балкан и конкретно кон Македонија. Има ли некаква стратегија за тоа во Париз? Alors oui, il y a clairement une stratégie. Il y a une stratégie pour les Balkans qui a été adoptée il y a quelques années, que nous venons d'ailleurs de mettre à jour. La version à jour a été validée par nos autorités politiques il y a quelques semaines à peine. Il y a deux sujets ici que je voudrais évoquer, qui sont deux sujets qui sont parallèles évidemment, mais qui sont un petit peu différents. Il y a celui de la présence, celui de la visibilité. Nous, on souhaite être présents dans cette région. La France souhaite être présente, en Macédoine du Nord également. C'est pour ça que on a renforcé l'ambassade de France ici à Skopje. On a un institut français ici qui est présent depuis 50 ans dans cette ville. On a deux alliances françaises dans le pays, une à Tetovo et une à Bitola. Nous avons une agence consulaire à Bitola. Nous avons une école française internationale à Skopje qui accueille majoritairement des jeunes enfants macédoniens dans un cursus trilingue français-anglais macédonien. Et nous avons, et je reviens ici sur le sujet des réformes que vous avez évoquées, nous avons également 3 experts techniques qui sont mis à disposition de 3 ministères
le ministère de l'Environnement, le ministère de la Justice et le ministère des Affaires européennes, et qui, au quotidien, travaillent, sont intégrés dans les équipes de ces trois ministères et sont là précisément pour apporter cette expertise que nous avons en tant que vieil État membre de l'Union européenne, si je peux dire, pour aider la Macédoine du Nord dans son processus. Donc, la volonté politique et la stratégie, elle existe avec cette stratégie pour les Balkans. La présence, nous l'avons avec les éléments que je viens de vous indiquer, avec ces experts techniques qui jouent un rôle important dans le suivi et la facilitation des réformes. Nous avons également une action très importante en direction du système éducatif pour la promotion de la langue française. C'est pas facile, ça prend du temps, ça nécessite beaucoup d'énergie, mais c'est quelque chose qui est important pour nous. Et puis le dernier sujet en termes de présence et de visibilité, et là c'est sans doute un manque, c'est quelque chose sur lequel on doit beaucoup plus travailler, c'est celui de la présence économique française dans ce pays, qui est pour l'instant faible, sur laquelle nous travaillons beaucoup. On a beaucoup de projets émanant de grosses entreprises françaises qui s'intéressent au marché macédonien. Il y a beaucoup de discussions en cours et on espère que tout ça pourra aboutir dans un délai raisonnable si on arrive à faire coïncider des deux côtés l'intérêt des entreprises françaises et l'intérêt des autorités macédoniennes. Кога зборувате за економско присуство, може ли да се очекува присуство на Франција преку фондови, да речеме, за поддршка на, не знам, граѓанско општество, поддршка на образование или слично? Зборувам за фондови француски. Alors, il y a plusieurs outils à disposition, ça c'est quelque chose qui est important. Mais dans notre logique, nous on met des fonds sur des projets. On finance pas des institutions en tant que telles. On met des fonds sur des projets. On a un certain nombre de projets en cours. On en a beaucoup qui sont en train d'être mis en place. On a des projets sur la lutte contre la désinformation, on a des projets sur la lutte contre la corruption, sur ce genre de choses. Et puis, ça c'est ce que j'appellerais de la coopération assez classique. Et on a quelque chose d'un peu différent, qui est le rôle de l'Agence française de développement. L'Agence française de développement, c'est un peu schématiquement une banque de développement et qui accroît sa présence dans le pays, qui a accordé l'année dernière des financements à la Banque macédonienne de développement, notamment pour financer des actions au bénéfice de l'entrepreneuriat. Mais il y a un certain nombre de choses que je peux pas encore vous dire parce que tout n'est pas finalisé. Mais l'Agence française de développement est en train de travailler aussi sur des financements dans d'autres secteurs très importants pour ce pays, l'énergie, les transports ou l'environnement, par exemple. Конкретно за Македонија. Факт е дека земјата е докажан партнер на Европската Унија, но остана некако заглавена во пристапниот процес. Може ли Франција да помогне во моментов за излез од овој ќорсокак во кој што се најдовме, или целата дипломатска акција заврши со така наречениот француски предлог? L'action diplomatique, elle s'achève jamais, par principe. Non, évidemment, la France a un rôle à jouer. La France a un rôle à jouer comme les autres partenaires européens. Il n'y a pas de... Enfin, je tiens à insister là-dessus. C'est pas un acteur qui va sortir du blocage actuel. Mais on est effectivement tout à fait prêt à jouer notre rôle. On en parle avec les autorités macédoniennes. On mène un travail discret avec d'autres partenaires, avec les institutions européennes. Et on espère qu'effectivement, on arrivera à sortir de l'impasse actuelle. C'est l'objectif en tout cas. Кога велите дискретна работа, значи не можете да кажете нешто повеќе. Vous savez, dans l'action diplomatique, il y a
parfois des moments, ou souvent des moments, où il y a du travail qui a besoin d'être fait discrètement. Et quand je dis discrètement, c'est pas parce qu'il y a des choses à cacher, parce qu'il y a des choses honteuses. Discrètement, parce que vient parfois un moment où il est important de mettre une partie du travail à l'abri des pressions ou des passions publiques, à l'abri aussi de déclarations maladroites ou de déclarations provocatrices qui pourraient venir ruiner les efforts. Donc ce travail, il existe. On le fait avec d'autres partenaires européens. Les institutions européennes sont également extrêmement engagées. Mais il y a aussi un point sur lequel j'aimerais insister, c'est que on sortira d'autant plus facilement de cette impasse, je pense, que la Macédoine du Nord et la Bulgarie auront aussi réussi à rétablir un minimum de confiance entre elles pour pouvoir échanger davantage et pour pouvoir bâtir une relation un peu plus constructive et positive. Et je crois à ce titre, mais évidemment, la Macédoine du Nord et la Bulgarie sont deux États souverains qui mènent leur politique étrangère comme elles l'entendent. Mais je pense que ces deux pays auraient vraiment intérêt à vraiment se concentrer sur ce qui les rapproche, sur ce qui les unit, plutôt que sur ce qui les divise. Et personnellement, moi, je veux voir aussi avec beaucoup d'espoir l'élan de solidarité qui est venu de la Bulgarie au moment de la tragédie de Kochani et qui prouve bien qu'il y a quand même beaucoup de choses qui rapprochent, qui rassemblent et qui unit les deux pays et les deux peuples. Et je pense que c'est sur ça qu'il faut construire. Повторно ќе се вратам на францускиот предлог. Во право сте за солидарноста и тоа не е прв пат. Не се случува прв пат солидарноста од Бугарија. Мора да признаеме. Меѓутоа, европски и француски представници велат дека францускиот предлог бил фер во тоа време со цел да се деблокира ситуацијата. Но се случи спротивното. Ситуацијата уште повеќе се компликува. Дури има изјави дека ова како и вие што рековте, дека се работи на решавање на проблемот, нели, дипломатски напори, од тоа што не гледаме ништо за сега, еве според вас и тоа е оправдано. Но гледаме дека нема поместување од позициите на двете земји. Ниту македонската влада нешто менува, ниту бугарската. Како да очекуваме тогаш напредок? Еве, работите вие како Франција, заедно со други европски земји, но кој ќе ги убеди двете страни, едната или другата, да се помести од тврдата позиција? Je vous ai pas dit que c'était facile. Si c'était facile, on aurait réglé le sujet depuis longtemps. Non, on est dans une situation qui est évidemment compliquée, qui nécessite de bien comprendre aussi les points de vue, les contraintes des deux parties. De bien intégrer ça aussi dans le processus européen. Mais je crois qu'il est important aussi que tout le monde comprenne bien que la situation actuelle, ce blocage, ce statu quo, c'est pas tenable. Ça peut pas être l'avenir de ce pays, ça peut pas être l'avenir du processus européen de ce pays. Ça, on peut pas durer dans cette situation de blocage qui est une situation qui est nuisible pour tout le monde en fait. Et ça, je crois que tout le monde doit bien le comprendre. On est dans un moment de l'histoire européenne qui est extraordinairement complexe, qui est extraordinairement dangereux aussi. On le voit pour des gens de ma génération qui ont vécu toute leur enfance et leur jeunesse finalement dans une image d'Europe de paix perpétuelle. On voit aujourd'hui que la situation est beaucoup plus fragile et beaucoup plus risquée que ce qu'on attendait. Et je crois qu'il faut qu'on soit tous à la hauteur de cet enjeu. Et il y a des moments où il faut... vous évoquiez la proposition française de 2022, qui est plus une proposition, c'est un compromis qui a été accepté. C'est un compromis. Et un compromis, par définition, il plaît pas, il est jamais totalement satisfaisant. Mais je pense que il y a des moments, il faut bien prendre en compte l'enjeu final, l'objectif final, et se donner les moyens d'arriver à ce résultat. Et le dernier point que je voudrais évoquer là-dessus, c'est la solution, elle viendra pas d'un seul acteur. Je pense qu'il faut qu'on travaille tous ensemble. Chacun doit faire sa part, chacun doit prendre ses responsabilités, et il faut qu'on essaye
tous en étant convaincus que notre intérêt objectif, c'est de sortir de l'impasse actuelle, de faire en sorte qu'on dépasse ce blocage et que enfin la Macédoine du Nord puisse avancer comme elle le mérite sur son chemin vers l'Union européenne. Зборувате и вие и европски представници за интеграција на земјите од Западен Балкан, за интеграција во Европска унија на Македонија. Меѓутоа, требаше ли да се случи војната во Украина за повторно да се актуализира прашањето за проширување на Европската унија? И од друга страна, колку Унијата, со оглед на сите овие проблеми што ги има сега со Украина, со Америка, може да се посвети на Западен Балкан? Alors, l'Ukraine, la guerre en Ukraine a rappelé de manière brutale, malheureusement, ce besoin d'union qui était le nôtre. Je crois que c'est positif. Ça a amené effectivement les dirigeants européens à reprendre très sérieusement le dossier de l'élargissement aux Balkans. Et il fallait le faire, il faut s'en réjouir. Après, fallait-il le faire avant, plus tôt? C'est probable, mais l'essentiel, c'est qu'il y ait aujourd'hui, de manière unanime à Bruxelles, cette volonté d'aller de l'avant et d'aller de l'avant rapidement. Est-ce que l'Union européenne peut se renforcer et consacrer son énergie à l'élargissement des Balkans en dépit du contexte que vous évoquiez, l'Ukraine, la relation avec les États-Unis? Je crois que non seulement elle le peut, mais elle le doit. On l'a dit, on a des enjeux qui sont communs, on a des enjeux de sécurité, on a des enjeux de stabilité qui sont communs. Et puis finalement, les pays des Balkans, c'est un secret pour personne. Je vais dire quelque chose que tout le monde a clairement à l'esprit, mais tous ces pays, et la Macédoine du Nord, sont des pays européens, par leur histoire, par leur identité, par leur langue, par leur culture, par leur géographie. Et le but de l'Union européenne, c'est de faire en sorte que cette identité européenne des Balkans, elle se concrétise en termes de stabilité, en termes de prospérité, en termes de sécurité, dans cette histoire européenne que nous sommes en train de créer par la construction européenne et par le développement et le renforcement de l'Union européenne. Може ли да има негативно влијание за Македонија вртењето на власта кон Америка после изборот на председателот Трамп? Зборувам од аспект на Европската унија. La Macédoine du Nord a dans ses piliers fondamentaux de la politique étrangère le partenariat stratégique avec les États-Unis et l'objectif stratégique de l'adhésion à l'Union européenne. Tout ça n'oppose aucun problème en soi. Ce qu'il faudra voir sur moyenne période, longue période, et quand je dis ce qu'il faudra voir, c'est pas uniquement ici, c'est pour nous tous Européens, c'est aussi si la divergence des intérêts entre les États-Unis et les Européens se confirme, et si elle se confirme, de quelle ampleur sera cette divergence. Et effectivement, nous tous collectivement Européens seront peut-être amenés à nous poser des questions. Même si, on le sait, nous sommes tous très attachés aux liens transatlantiques, à la relation historique que nous avons avec les États-Unis. Mais pour autant, nous ne devons pas être naïfs. Nous avons, nous aussi, Européens, nos intérêts à défendre. При врзувањето сепак има граници. Знам до каде може да се оди. Во услови на ова што се случува сега меѓу Европската унија и САД. Ќе може ли Европската унија да се консолидира после овие проблеми што ги има со администрацијата на председателот Трамп, особено после ова воведување на царините? Зашто тоа не се чини, туку сигурно е голем удар за земјите од Европската унија. Како ќе се консолидирате? Alors, est-ce que l'Europe peut se consolider? Oui, mais j'irai plus loin, elle peut, mais surtout elle le doit. On est aujourd'hui dans un monde qui change très vite. Je crois qu'il faut qu'on comprenne collectivement qu'on entre dans une ère nouvelle. Je pense qu'il faut aussi qu'on ait une réflexion sur, au-delà
de la personnalité et des orientations du président Trump, aussi sur la réorientation à plus long terme de la politique étrangère américaine. On a un certain nombre d'évolutions de la politique étrangère américaine qui ne datent pas du 20 janvier dernier et de la prise de fonction du président Trump. Donc ça, c'est quelque chose que nous devons intégrer dans notre démarche. Je l'ai dit, il faut cesser, nous, Européens, d'être naïfs. Il faut qu'on soit capable de mettre de côté nos petites divergences. Il faut que nous nous unissions, il faut qu'on soit, une fois de plus, à la hauteur des enjeux qui sont les nôtres, et les enjeux sont fondamentaux. Ce sont des enjeux de souveraineté, ce sont des enjeux de sécurité. Et en fait, pour schématiser, je dirais que le schéma, le choix, l'alternative qui se pose à nous, Européens, elle est finalement assez simple, si j'ose dire, en tout cas elle peut se résumer ainsi. Soit on est capable d'être unis, d'être fort, d'être souverain, c'est-à-dire de décider nous-mêmes de notre avenir, soit on est divisé, on est vassalisé par d'autres, et on ne sera plus maître de notre destin, et on acceptera à ce moment-là que d'autres décident à notre place. Et je crois que l'histoire de l'Europe nous montre que quand on laisse les autres décider à notre place, c'est jamais très positif, et c'est jamais très bon pour nous. Et dans cette réflexion globale, le choix de la France, il est très clair. Le président de la République l'a dit à de nombreuses reprises. C'est le choix d'une Europe souveraine, d'une Europe plus forte, d'une Europe puissance qui soit capable de mettre en avant, de défendre ses intérêts et d'avoir une politique pour promouvoir ses intérêts et notamment pour assurer notre sécurité. Мислите дека ќе се успее во тоа, бидејќи кога зборувате за надворешната политика на Америка дека не датира од јануари, точно дека не датира, меѓутоа се интензивира во еден или во друг правец. Ќе успеете ли ова што го зборувате да го сторите? Bah écoutez, si on considère qu'on va pas réussir, on arrête, on pose tout, on abandonne et on part s'isoler dans la montagne. Non, je crois que l'enjeu il est important. Il y a une vraie prise de conscience des dirigeants européens sur la nécessité de prendre notre avenir en main. Ça prend du temps, c'est pas simple parce que on a aussi nous-mêmes beaucoup de temps à intégrer cette rapidité, cette violence que vous évoquiez, la rapidité des évolutions depuis le 20 janvier dernier. Mais je crois que le processus est enclenché, que la plupart des dirigeants européens ont une vision claire sur ce qu'ils veulent faire. On doit se mettre ensemble, on doit mettre nos forces, on doit mettre nos atouts ensemble sur la table et puis les utiliser. Et sans complexe. Амбасадоре, ви благодарам за разговорот. Почитувани, ви благодарам на вниманието.